Le jour où la secrétaire accoucha, mon mari, PDG, stationna 40 gardes pour m'empêcher de faire une scène. Mais son assistant lui dit, « Votre femme n'est pas dans le pays. Elle a vendu pour 1,2 milliard de dollars d'actions et est partie Y à longtemps. Monsieur, nous devons envoyer plus d'hommes pour surveiller Madame Dubois. Ajoutez en 20 de plus. Sécuriser chaque couloir et point d'accès de l'aile de livraison. Je ne veux pas qu'une seule mouche entre. » Alistair Valois se tenait devant l'immense fenêtre du sol au plafond de l'étage maternité VIP de l'hôpital Lenox Hill à Manhattan. Sa voix était froide comme la glace. Dehors, la nuit new-yorkaise était épaisse et impitoyable. Dans le couloir derrière lui, un périmètre serré d'agents de sécurité en costumes noirs identiques se tenait au garde à vous, leur visage solennel comme s'ils faisaient face à un ennemi formidable. La personne contre laquelle il se protégeait avec une telle paranoïa intense était son épouse légale depuis 3 ans, une femme discrète qu'il avait toujours traitée comme un simple meuble de fond, Séraphine Dubois. Et à cet instant même, de la salle d'accouchement derrière les doubles portes, venaient les gémissements intermittents d'une autre femme. Elle était sur le point de donner naissance à son premier enfant. C'était son assistante exécutive, Corinne Bernard. Son smartphone vibra. Alistair y jeta un coup d'œil. C'était un message de son chef de cabinet. « Monsieur Valois, il est confirmé que Madame Dubois n'a pas quitté le domaine de Greenwich aujourd'hui, mais le personnel dit qu'elle est enfermée dans son bureau depuis hier après-midi. » Alistair laissa échapper un rire froid et tapa sur l'écran. « Gardez un œil attentif sur elle. C'est une très bonne actrice. Ne vous laissez pas berner. » Il connaissait trop bien Séraphine. Cette femme, avec son extérieur incroyablement silencieux, cachait une obstination profonde. Pendant leurs 3 années de mariage, elle avait été comme une plante d'intérieur tranquille poussant dans un coin. Ne se battant jamais, ne réclamant jamais rien. Même quand il ramena Corinne au domaine, et lui dit sans détour que son assistante attendait son enfant, et qu'elle ferait mieux d'être compréhensive, Séraphine ne fit que lever ses yeux excessivement pâles, le regarda en silence pendant quelques secondes, et dit doucement, « Très bien. » Mais plus elle agissait ainsi, plus Alistair devenait méfiant. Il ne permettrait absolument à personne de gâcher le moment qu'il avait attendu si longtemps. La naissance de l'enfant conçu avec la femme qu'il aimait. Légalement, Séraphine détenait le statut de son épouse. Si elle décidait vraiment de faire une scène et d'aller à la presse, même lui devrait déployer des efforts massifs pour calmer la tempête. En y pensant, le regard d'Alistair devint plus froid. Il ordonna à son assistant à ses côtés d'enquêter sur tous les mouvements bancaires récents de Séraphine et de vérifier si elle avait secrètement contacté Page 6 ou des avocats de divorce de premier plan. Il voulait étouffer tout risque potentiel dans l'œuf. À son insu, la véritable direction et force de la tempête pour laquelle il se préparait si méticuleusement avait déjà dévié entièrement de sa trajectoire prédite, se précipitant à toute vitesse vers un point qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alistair Valois, l'actuel PDG de Valois Entreprises, contrôlait un empire commercial évalué à plus de 3,5 milliards de dollars à seulement 29 ans. Il était beau, immensément riche et impitoyablement autoritaire, le célibataire le plus éligible que d'innombrables femmes de la haute société de Manhattan aspiraient à conquérir. Il y a 3 ans, en raison d'un contrat de mariage établi par leur grand-père, il épousa la fille aînée de la famille Dubois, Séraphine. Cette union n'avait rien à voir avec l'amour. C'était strictement commercial. La famille Dubois avait besoin d'une injection massive de capitaux de la part des Valois pour survivre à une crise financière dévastatrice. Les Valois, à leur tour, avaient besoin de l'argent ancien, du prestige, des connexions politiques et de la réputation immaculée des Dubois dans les industries traditionnelles. Séraphine était simplement la monnaie d'échange la plus exquise de cette transaction. Le jour du mariage, Alistair n'alla même pas chercher la mariée. Ce fut Séraphine elle-même qui, vêtue d'une robe de créateur qui ne lui allait pas tout à fait, arriva seule dans une voiture de ville au lieu de la cérémonie dans les hantons. Ce n'était qu'une formalité, un banquet froid. Il ne lui brossa les doigts glacés qu'en échangeant les anneaux et lui dit à voix basse de bien faire son travail. « Je vous donne le titre de Madame Valois, mais n'attendez rien d'autre. » Séraphine baissa les yeux, ses cils épais projetant une petite ombre sous ses yeux. Elle hocha doucement la tête et répondit d'une voix faible qu'elle comprenait. Pendant les 3 années suivantes, elle fit exactement ce qu'il lui demandait. Elle emménagea dans le domaine luxueux, vaste mais glacial d'Alistair à Greenwich, Connecticut. Jouant parfaitement le rôle de l'impeccable Madame Valois. Elle se souvenait des anniversaires et des préférences de chaque membre de la famille Valois.
Toujours préparant le cadeau parfait, elle pouvait polir son image lors des galas mondains nécessaires avec une conversation élégante et appropriée. Elle était même capable de rester absolument silencieuse dans la chambre principale sans faire le moindre bruit les quelques fois où il ramenait d'autres femmes à la maison pour la nuit. Alistair s'habitua progressivement à sa présence tranquille. Comme on s'habitue à un meuble ancien bien placé. Il lui donna une allocation mensuelle suffisamment généreuse pour qu'une femme puisse l'afficher, mais il ne lui donna jamais la moindre affection. Il considérait sa soumission comme acquise et la jugeait son état naturel. C'était jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, Corinne Bernard apparut. Corinne était sa nouvelle assistante exécutive, diplômée d'une Ivy League, magnifique et impitoyablement efficace. Mais le plus important était sa passion ardente et son initiative. Comme une flamme sauvage, elle enflamma instantanément les sens d'Alistair, qui s'était engourdi au milieu des luttes de pouvoir corporatives et d'un mariage frigide. Elle l'admirait, dépendait de lui et ne faisait absolument aucun effort pour cacher sa dévotion. Cela formait un contraste radical avec la tranquillité d'eau stagnante de Séraphine. Alistair devint rapidement accro à elle. Il commença à emmener Corinne à toutes sortes d'événements élitistes sans aucune hésitation. Des rumeurs commencèrent à circuler dans l'Upper East Side, mais Alistair s'en fichait. Il sentait même qu'il était temps de donner à Corinne une place officielle dans sa vie. Quant à Séraphine, cet ornement parfaitement complaisant et ennuyeux, il lui remettrait un chèque et la renverrait. Il y a 8 mois, Corinne découvrit qu'elle était enceinte. Alistair explosa de joie. C'était son premier enfant, et il croyait que sa vie était enfin parfaite. Il déménagea immédiatement Corinne dans un luxueux penthouse de Tribeca préparé spécialement pour elle, avec des chefs privés de premier ordre et des infirmières en maternité. En même temps, il posa ses cartes sur la table avec Séraphine. Cela se passa dans le grand salon du domaine de Greenwich. Séraphine arrangeait des fleurs, ses doigts effleurant un lys blanc. Alistair se tenait devant elle avec un ton qui n'admettait aucune discussion. Corinne est enceinte. C'est mon enfant. Elle va la voir, et je lui donnerai, à elle et au bébé, la place officielle qu'il mérite. Il marqua une pause et, voyant le visage de Séraphine pâlir instantanément, il sentit la plus légère piqûre de quelque chose d'étrange, mais elle fut rapidement effacée par la joie de la grossesse de Corinne et ses plans pour l'avenir. Il continua, mon équipe juridique préparera les papiers de divorce. Je vous laisserai ce domaine et vous donnerai suffisamment de pension alimentaire pour vivre sans souci le reste de votre vie. Séraphine, terminons cela en douceur. Il s'attendait à voir Séraphine pleurer, s'effondrer, ou du moins lui crier des questions furieuses. Après tout, c'était une humiliation et une trahison flagrante. Cependant, Séraphine posa simplement les fleurs lentement sur la table en marbre et leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient très sombres, très calmes, comme un lac à la fin de l'automne, sans la moindre ondulation. Elle le regarda longtemps, si longtemps qu'Alistair perdit presque patience jusqu'à ce qu'il l'entende parler à voix basse avec le même ton serein que d'habitude. Très bien, un seul mot. Cette étrange sensation refit surface dans la poitrine d'Alistair, mais elle fut immédiatement remplacée par la pensée que, comme il l'avait toujours cru, elle n'était rien d'autre qu'un bout de bois sans colonne vertébrale. Il ressentit même une légère déception, comme s'il avait frappé un mur de coton. Pendant ce temps, Corinne a besoin de repos. Je ne veux rien qui la dérange, surtout pas vous. Alistair laissa cet avertissement, se retourna et partit. Il ne revint jamais au domaine de Greenwich. Il mit son cœur et son âme dans la joie d'accueillir une nouvelle vie et de choyer Corinne. En même temps, il renforça la surveillance des mouvements de Séraphine. Il pensait toujours qu'elle était trop calme, que ce n'était pas normal. Il craignait qu'elle ne complote quelque chose dans l'ombre pour ruiner son bonheur durement acquis. Cette anxiété atteignit son paroxysme à l'approche de la date d'accouchement. Il utilisa son immense influence pour admettre Corinne dans la maternité la plus exclusive de New York. Il réserva tout l'étage VIP et engagea une firme de sécurité privée d'élite pour travailler en 2 équipes de 4 heures. La personne contre laquelle il se protégeait n'était pas les paparazzi ou les rivaux corporatifs, mais son épouse soumise et obéissante, Séraphine. À cet instant même, les cris de Corinne dans la salle d'accouchement devenaient plus forts. Dehors, Alistair, comme un dragon gardant un trésor inestimable, se tenait vigilant contre tout envahisseur potentiel. La nuit s'épaissit, mais à des milliers de kilomètres de New York, à Zurich, c'était un après-midi ensoleillé. Dans un appartement de luxe tranquille surplombant le lac de Zurich et les Alpes lointaines, une femme vêtue d'un confortable vêtement de détente en cachemire était assise sur une terrasse ensoleillée,
remuant calmement le café dans sa tasse de porcelaine. À côté d'elle se trouvait un épais document qui venait d'être livré par un coursier international. Des pigeons volèrent devant la fenêtre, laissant derrière eux un mélodieux battement d'ailes. La femme leva sa tasse, prit une petite gorgée, et un sourire immensément paisible se répandit au coin de ses lèvres. Une tempête? Non, ce n'était qu'une cage pour les ignorants. Elle en était déjà sortie, et elle était assise au centre le plus calme de l'œil du cyclone, regardant silencieusement les nuages passer. La nouvelle de la grossesse de Corinne avait été comme un énorme rocher jeté dans un étang parfaitement calme, provoquant des ondulations considérables dans le cercle restreint des familles Valois et Dubois. Bien sûr, ces ondulations étaient principalement des murmures moqueurs de spectateurs et une pitié tacite. L'objet de cette pitié était naturellement l'officielle Madame Valois, Séraphine. La mère d'Alistair, Éléonore Valois, avait convoqué Séraphine en une occasion. Éléonore tenait une tasse de fine porcelaine Wedgwood, repoussant doucement la mousse avec le couvercle sans même lever les yeux. Séraphine, Alistair est jeune et il aime s'amuser. Vous devez être plus compréhensive. Les hommes, surtout les hommes capables, ont généralement une maîtresse ou deux à côté. Ce n'est pas grave. Vous êtes la Madame Valois légalement mariée. Vous devez posséder l'élégance pour tolérer ces choses. J'ai entendu dire que cette assistante attend du sang Valois. Or, c'est une affaire importante. Trouvez un moment pour lui rendre visite. Montrez l'intérêt approprié. Ne laissez pas les gens penser que notre famille manque de classe ou que vous êtes une femme amère et rancunière. Séraphine, debout devant elle, enfonça légèrement ses ongles dans ses paumes, mais son visage conserva la même expression docile. Oui, Éléonore. Je comprends. Bien que vous compreniez. Éléonore leva enfin les yeux et la scruta d'un œil critique. Vous êtes mariée depuis 3 ans et votre ventre n'a montré aucun signe de vie. Maintenant que quelqu'un va donner un héritier à la famille à votre place, c'est une bénédiction pour vous. Prenez bien soin de l'assistante. Quand l'enfant naîtra, nous le ramènerons à la maison et l'élèverons sous votre nom. Ce sera pareil. Personne ne pourra toucher à votre position. En quittant la maison de ville de la famille Valois dans l'Upper East Side, le chauffeur demanda à Séraphine où elle voulait aller. Elle regarda le paysage urbain reculer rapidement derrière la fenêtre teintée. Elle resta silencieuse un instant et donna l'adresse d'un grand magasin de luxe sur la 5e avenue. Elle entra dans une boutique de bébés haut de gamme renommée. Elle sélectionna l'ensemble bébé en cachemire le plus cher. Elle demanda à l'associé de vente de l'emballer méticuleusement, puis se dirigea vers le pantouse de Tribeca qu'Alistair avait préparé pour Corinne. La personne qui ouvrit la porte était l'infirmière privée. En voyant Séraphine, elle se figea. Dans ses yeux, il y avait une surprise indéniable et une trace de dédain. Qui ne savait pas que cette Madame Valois n'était qu'un titre? Cherchez-vous quelqu'un, madame, hésita l'infirmière. Je suis venu voir mademoiselle Bernard, répondit Séraphine d'une voix sereine, tendant la boîte magnifiquement emballée. Corinne était recroquevillée sur le vaste canapé sur mesure du salon, drapée d'un doux plaid de créateur, et devant elle se trouvait un bol en argent de cerises importées fraîchement lavées. Son visage afficha immédiatement un mélange de fierté, d'ostentation et un subtil sourire provocateur. Elle ne fit aucun mouvement pour se lever. Oh là là, si ce n'est Séraphine. Qu'est-ce qui vous amène ici? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Son ton était chaleureux. Mais elle adoptait l'attitude indéniable de la maîtresse de maison. Sarah, versez du thé pour notre invité. Oh, j'ai oublié. Séraphine aime le thé blanc, n'est-ce pas? Quel dommage. Nous n'en avons pas à la maison. Je n'ai que ces thés de maternité biologique spécifiques qu'Alistair a spécialement achetés pour moi. Essayez-les, Séraphine. Séraphine s'assit dans un fauteuil sur le côté et laissa la boîte cadeau sur la table basse en verre. J'ai entendu dire que vous étiez enceinte. Je suis venu vous voir. C'est juste un petit geste. Corinne jeta un coup d'œil au logo de la marque Cher sur la boîte et son sourire s'élargit, dégoulinant de pitié flagrante. Séraphine, vous êtes trop gentille. En vérité, Alistair a déjà préparé le meilleur des meilleurs pour moi. Je n'aurai pas besoin de tout cela, mais puisque c'est un geste de votre part, je l'accepterai. Elle caressa son ventre à peine visible d'un ton choyé. Ce bébé ne veut juste pas rester tranquille. Alistair dit qu'il sera certainement un garçon très actif, tout comme son père. Alistair est tellement nerveux qu'il contrôle même la température de l'eau que je bois.
Il est terrifié que le bébé ou moi puissions ressentir le moindre inconfort. À chaque phrase, elle observait délibérément l'expression de Séraphine, essayant de trouver une faille dans ce masque de tranquillité. Séraphine écouta simplement en silence, hochant la tête occasionnellement, son regard se posant sur l'éblouissante bague en diamant au doigt de Corinne. Ce n'était pas une bague de fiançailles, mais la taille et la pureté montraient clairement qu'elle était d'une valeur incalculable, dépassant de loin le simple anneau de platine qu'elle portait à son propre doigt, auquel Alistair n'avait jamais prêté attention depuis le jour de leur mariage. Comme mademoiselle Bernard est chanceuse. Ce fut la seule chose que Séraphine dit après l'avoir écoutée. Corinne eut l'impression d'avoir frappé dans le vide. Elle se sentit un peu ennuyée et pleine de ressentiment. Elle leva les yeux au ciel, se couvrit la bouche et feignit la nausée. « Oh, excusez-moi, Séraphine. Les nausées matinales encore. Se pourrait-il que le bébé n'aime pas l'odeur ici ?» Elle parla avec une double entente, balayant du regard Séraphine. Séraphine se leva. « Alors, reposez-vous bien. Je ne vous dérangerai plus. Je ne vous raccompagnerai pas à la porte, dit alors Corinne, se penchant en arrière sur le canapé d'une posture paresseuse. Anna, raccompagnez Madame Dubois. En quittant ce pantouse luxueux mais à l'arrogance suffocante, Séraphine remonta dans la voiture. Le chauffeur la regarda prudemment dans le rétroviseur et ne vit que sa tête tournée, regardant par la fenêtre sans expression, mais ses yeux étaient plus sombres et plus calmes qu'à l'aller, comme la surface d'un lac gelé. Des événements similaires se produisirent souvent dans les mois suivants. Alistair commença ouvertement à emmener Corinne à diverses réunions informelles de l'élite de Manhattan. Les membres avisés de son cercle social savaient exactement quel camp choisir lors de ces cocktails. Corinne portait des robes amples mais de haute couture, s'appuyant sur Alistair, riant coquettement et acceptant les flatteries et les félicitations de tous. Pendant ce temps, Séraphine, comme une intruse déplacée, était marginalisée dans les coins, intentionnellement ou accidentellement. Oh mon Dieu, Madame Dubois est venue aussi. Comme c'est rare. La femme d'un magnate de l'immobilier qui cherchait toujours à s'attirer les faveurs d'Alistair rit, se couvrant la bouche tandis que son regard allait et venait entre Séraphine et Corinne. Madame Dubois est vraiment magnanime. Elle peut même s'entendre avec Mademoiselle Bernard. Félicitations, Alistair. Double joie. La nouvelle acquisition de la firme est un succès massif. Et Mademoiselle Bernard vous donne le petit héritier. Je suis tellement jaloux. Thaddée Valois, le cousin d'Alistair, leva son verre en cristal d'une voix assez forte pour que toute la pièce l'entende. Et quand ses yeux rencontrèrent ceux de Séraphine, il ne cacha pas sa moquerie. Ce cousin avait toujours été rancunier de la position d'héritier d'Alistair, et maintenant il se délectait de regarder le spectacle qui se déroulait dans la branche principale de la famille. Séraphine tenait un verre d'eau pétillante, debout dans l'ombre d'un pilier décoratif en marbre comme si elle se fondait dans l'obscurité. Elle pouvait sentir les regards venant de toutes les directions, des regards curieux, des regards inquisiteurs, des regards de joie malveillante et des éclats de pitié perçant son corps comme de fines aiguilles. Alistair avait la tête baissée, murmurant quelque chose à Corinne, la faisant éclater de rire. Il la serra dans ses bras intimement et naturellement. À aucun moment il ne regarda où se tenait Séraphine, comme si elle n'était vraiment qu'une décoration sans importance ou une masse d'air agaçante. Une fois, Séraphine se rendit au siège de Valois Entreprises sur Park Avenue pour apporter à Alistair des documents juridiques qu'il avait oubliés au domaine. C'était une course demandée par Éléonore. La nouvelle réceptionniste ne la reconnut clairement pas et l'arrêta. Séraphine donna son nom et la raison de sa visite. La jeune femme à la réception la regarda de haut en bas avec une expression étrange et un ton distant, strictement professionnel. « Je suis désolé. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir Monsieur Valois. Vous pouvez appeler l'assistante exécutive de Monsieur Valois pour fixer une heure. Je suis sa femme. » Une voix féminine un peu pointue interrompit la scène. C'était Corinne. Elle semblait tout juste sortir de l'ascenseur privé avec un dossier à la main. Elle portait un tailleur impeccable, et bien que son ventre soit déjà légèrement arrondi, son maquillage était impeccable et elle rayonnait d'autorité. Elle s'approcha du bureau de réception et fit un léger sourire à la jeune femme. « Mégane, voici Mademoiselle Dubois, une parente de Monsieur Valois. À l'avenir, quand Mademoiselle Dubois viendra, raccompagnez-la directement à la salle d'attente et informez-moi. Ne dérangez pas Monsieur Valois. » Elle prononça le mot « parente » avec une clarté exquise. Puis elle se tourna vers Séraphine avec un sourire glacial parfait.
Aviez-vous besoin d'Alistair pour quelque chose, Séraphine? Il est en vidéoconférence très importante. J'ai peur qu'il n'ait pas le temps de vous voir. Donnez-le-moi. Je le lui donnerai. Des employés qui passaient regardaient avec curiosité et chuchotaient. Séraphine regarda la main tendue de Corinne avec ses ongles parfaitement manucurés. Elle resta silencieuse pendant 2 secondes et lui tendit le dossier. Merci, dit Corinne, passant les papiers à une assistante junior à ses côtés. Puis, comme si elle se souvenait sous un coup de quelque chose, elle se frappa le front. Oh, quelle idiote, Séraphine. Le week-end prochain, Alistair va m'accompagner pour visiter des centres de luxe postpartum. Quant à vous accompagner pour voir votre père, je suppose que nous devrons reporter. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Après tout, le bébé est plus important, ne pensez-vous pas? Le père de Séraphine, Henri Dubois, avait subi un grave AVC 2 ans auparavant et était hospitalisé dans un établissement privé avec une santé instable. Alistair lui avait promis à contre-cœur, au moment de son admission, qu'il trouverait le temps de l'accompagner le voir. Le sujet n'avait jamais été abordé à nouveau. Séraphine leva les yeux. Son regard se posa tranquillement sur le visage rempli de fierté de Corinne, puis elle regarda au-delà d'elle vers les portes métalliques fermées de l'ascenseur exécutif. Derrière ces portes, son mari légal planifiait méticuleusement l'avenir d'une autre femme et d'un autre enfant. C'est bon, Séraphine entendit sa propre voix. Sereine et inaltérée. Prenez bien soin de vous. Elle se retourna et s'éloigna, le dos parfaitement droit. Le son de ses talons sur le marbre du hall résonna, aigu et solitaire. Derrière elle, elle pouvait entendre faiblement le rire étouffé mais parfaitement audible de Corinne et les murmures sympathiques des réceptionnistes. Qui est-elle? Elle a l'air si ordinaire. Pas étonnant, monsieur Valois. Séraphine ne regarda pas en arrière. Elle traversa directement les portes tournantes éblouissantes du bâtiment Valois Entreprises. Dehors, le soleil de Manhattan était aveuglant. Elle plissa les yeux et leva la main pour héler un taxi jaune. La voiture quitta la ville en direction de Greenwich. Elle se pencha en arrière contre le siège arrière et ferma les yeux. Les ombres et la lumière de la fenêtre jouaient sur son visage. Son téléphone vibra. C'était un message de sa banque confirmant un dépôt, une allocation mensuelle massive qui arrivait ponctuellement chaque mois comme un salaire. Elle ouvrit une autre application cryptée où elle avait plusieurs messages non lus d'un numéro international. Le contenu était bref, écrit en anglais, l'informant des mouvements de plusieurs comptes offshore et de l'avancement de la validation de certains documents juridiques. Séraphine les regarda en silence. Son doigt resta un instant au-dessus de l'icône de confirmation sur l'écran et finalement elle la tapota doucement. Puis elle effaça l'historique de la discussion. La voiture s'engagea dans l'allée bordée d'arbres qui menait à la cage luxueuse mais glaciale qu'était ce domaine. Mais Séraphine savait que le compte à rebours pour quitter cet endroit avait déjà commencé. Et toutes ces légèretés, moqueries et pressions, comme des pierres jetées dans un étang profond, semblaient créer des ondulations. Mais en réalité, elle ne parvenait pas du tout à perturber le fond. Car au fond de cet étang, un tonnerre silencieux se préparait, capable de briser tout ce que les autres tenaient pour acquis. Le temps avançait implacablement vers la date d'accouchement de Corinne. Les nerfs d'Alistair se tendaient de jour en jour. Non seulement il avait doublé le dispositif de sécurité au domaine de Séraphine, mais il recevait également des rapports détaillés sur les rares occasions où elle sortait dans une librairie ou un centre commercial haut de gamme. Les rapports étaient tous identiques. Le comportement de Madame Dubois est normal. Elle n'a maintenu aucun contact inhabituel. Elle n'a fait aucun commentaire déplacé. Elle passe la plupart de son temps seule au domaine, dans son bureau ou dans la serre. Que diable fait-elle? Alistair jeta le rapport sur son bureau en acajou avec frustration. Ce calme le perturbait bien plus que les cris et les larmes qu'il avait anticipés. Il aurait préféré que Séraphine fasse une scène, qu'elle négocie, qu'elle demande un règlement de pension alimentaire plus important. Si elle faisait cela, il saurait comment la gérer, mais elle restait aussi silencieuse qu'une spectatrice. Monsieur Valois, peut-être que Madame Dubois a simplement accepté la réalité, spécula prudemment son chef de cabinet. Après tout, les conditions de divorce que vous lui avez offertes sont imbattables. Alistair laissa échapper un rire amer. Imbattable? Cela dépend de son intelligence. Il se frotta les tempes. Il ne doit y avoir aucune erreur avec Mademoiselle Bernard. Tout est-il prêt à l'hôpital?
Tout est arrangé. La meilleure équipe d'obstétrique à Lenox Hill. Nous avons dégagé tous les tâches VIP. Notre équipe de sécurité est en position, comme vous l'avez ordonné, une douzaine d'agents de premier ordre en 3 équipes pour s'assurer que même un insecte n'entre pas. Et avec Séraphine, envoyez plus d'hommes la surveiller. Pendant les 3 jours précédents et suivant la naissance, je ne la laisserai pas faire un seul pas hors de la propriété de Greenwich. Alistair donna l'ordre avec un regard sombre. Il ne laisserait personne gâcher ce moment monumental de sa vie. Au-delà de sa surveillance paranoïaque, exactement au moment où il donnait cet ordre. Dans le bureau du domaine de Greenwich, Séraphine était en appel vidéo sécurisé avec un avocat en Suisse. Sur l'écran, un avocat d'âge moyen, en costume impeccable et à l'expression rigoureuse, lui parlait. Mademoiselle Dubois, tous les documents légaux relatifs au transfert des actions Valois Entreprises que vous nous avez confiés ont été validés par les tribunaux suisses et les institutions d'arbitrage international, et les fonds ont été transférés avec succès via nos canaux bancaires privés. Le paiement initial de l'entité acquéreuse, le fonds Apex Vanguard, a été déposé ce matin à 1h07 sur le compte offshore que vous avez désigné. Conformément à l'accord, le solde sera réglé dans les 3 jours ouvrables suivant la modification du registre des sociétés des actions. Séraphine avait plusieurs épais dossiers ouverts devant elle. Elle passa son doigt sur le bas d'une page où sa signature était déjà apposée, élégante, mais avec un tranchant. Excellent travail, maître Fischer. Son ton était serein. Désormais, la procédure de divorce contre monsieur Alistair Valois peut se poursuivre comme prévu. J'ai déjà envoyé les preuves pertinentes compressées à votre email crypté. Parfait, mademoiselle Dubois. Sur la base de la chaîne de preuves que vous avez fournie, spécifiquement la preuve irréfutable de dissipation d'actifs matrimoniaux, détaillant les millions qu'il a détournés de comptes conjoints pour acheter des biens immobiliers et des bijoux pour sa maîtresse. Nous avons un énorme levier. Bien que New York soit un État sans faute, cette faute financière flagrante nous permet de demander une part fortement disproportionnée du patrimoine restant. Sans parler de la catastrophe de relations publiques qu'un procès public infligerait aux actions de Valois Entreprises. Compte tenu de l'attitude actuelle de la partie adverse, il est possible que le processus judiciaire. Cela n'a pas d'importance, interrompit Séraphine, son regard inébranlable. Suivez la procédure légale standard. Je ne perdrai pas un seul centime de ce qui m'appartient de droit, et je ne demanderai pas un seul centime de ce qui ne m'appartient pas. Mais j'ai besoin d'efficacité. Maître Fischer compris. Nous déposerons la requête auprès du tribunal compétent immédiatement. Par ailleurs, le transfert de votre père, monsieur Henri Dubois, à la clinique privée de luxe de Zurich est entièrement finalisé. En invoquant les directives de confidentialité stricte de la HIPAA que vous avez établies avant votre mariage, nous avons réussi à empêcher légalement la famille Valois d'accéder à ses dossiers médicaux. Il a été discrètement déplacé via un vol médicalisé privé affrété sous une société écran. Les informateurs de monsieur Valois à la clinique de New York croient toujours qu'il est dans une aile de soins intensifs isolée, subissant un essai de traitement restreint. Merci. Séraphine hocha la tête et mit fin à l'appel vidéo. Le silence revint dans le bureau. La lueur du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, allongeant son ombre. Elle se leva et se dirigea vers la vitre, observant les lumières lointaines des demeures voisines s'allumer une par une. Aucune de ces lumières ne brillait pour lui apporter de la chaleur. Ces 3 années de mariage avaient été comme un hiver sans fin. Elle avait cru que se sacrifier en silence apporterait une once de chaleur. Puis elle réalisa que l'on ne peut pas donner de chaleur à quelqu'un qui ne vous aime pas. L'espace que l'on concède ne devient que le tremplin pour que d'autres envahissent votre foyer. La froideur d'Alistair, le mépris de sa famille, les provocations de Corinne et les moqueries de la haute société. Chacun de ces incidents avait été comme de l'eau glacée, éteignant progressivement la dernière flamme d'espoir dans son cœur. Mais c'est aussi ce froid perçant qui l'avait complètement réveillée. Elle n'avait jamais été une plante grimpante, désespérée de soutien. Elle était Séraphine, la fille que la famille Dubois avait élevée avec un soin méticuleux, s'attendant à ce qu'elle prenne un jour les rênes. Ce n'est que la crise familiale soudaine et la grave maladie de son père qui l'avaient forcé à cacher ses griffes acérées, à revêtir le masque de la soumission et à entrer dans ce mariage de convenance glaciale pour donner à sa famille le temps de respirer. Pendant 3 ans, elle avait joué son rôle de Madame Valois à la perfection, observant, apprenant et préparant. Alistair ne l'avait jamais laissé approcher des affaires de l'entreprise, alors elle avait silencieusement analysé les mouvements de capitaux et les stratégies de Valois Entreprises à travers les informations limitées auxquelles elle avait accès et les données du marché public.
Il lui avait donné d'énormes sommes d'argent pour ses dépenses. Outre le maintien des apparences nécessaires, elle avait discrètement siphonné la grande majorité de cet argent vers des canaux fiables. Construisant une structure financière sécurisée et entièrement légale, elle avait tiré parti des petits avantages d'être l'épouse d'Alistair. Avec les contacts internationaux qu'elle avait établis pendant ses années d'études à l'étranger pour tisser son propre réseau d'information et préparer sa voie d'évasion, ces 3% des actions de Valois Entreprises faisaient partie de l'accord prénuptial. C'était la seule véritable carte légalement protégée qu'elle détenait dans ce mariage. Alistair n'y avait jamais accordé d'importance. Pour lui, ce pourcentage était négligeable, et il était certain que Séraphine ne saurait même pas quoi en faire. Mais il avait tort. Séraphine non seulement le savait, mais elle avait choisi le moment avec une précision létale. Lorsqu'un grand projet outre-mer de Valois Entreprises subit un léger revers et que l'action vacillait, elle vendit toutes ses participations au prix du marché. Grâce à un réseau complexe de sociétés écrans et de fonds offshore, elle les vendit à une entité d'investissement international impeccable sans conflit d'intérêt avec les Valois, le fonds Apex Vanguard. L'ensemble du processus fut comme une chirurgie de précision, silencieux et indétectable. Elle contourna même le droit de premier refus du conseil d'administration de Valois en exploitant une minuscule faille juridique liée aux héritages et à la division des biens matrimoniaux. 100 millions de dollars. Ce fut la somme totale obtenue pour ces 3%. Une fortune plus que suffisante pour elle, son père, et même ce qui restait des entreprises de la famille Dubois pour vivre librement et dans un luxe absolu n'importe où dans le monde. Et plus important encore, le moment exact où cette transaction fut finalisée et l'argent déposé en toute sécurité sur ses comptes fut précisément le jour où Corinne Bernard fut transportée en salle d'accouchement. Il ignorait totalement que 3 jours plus tôt, alors qu'il était obsédé par la sécurité de la salle d'accouchement, Séraphine avait déjà calmement emballé ses dernières affaires personnelles. Elle n'avait emporté que très peu de bagages, juste une petite valise cabine. Elle n'avait pas touché un seul bijou en diamant, des vêtements de haute couture ou des sacs Hermès qu'Alistair lui avait achetés. C'était comme retirer un costume devenu trop petit et imprégné de la sueur de quelqu'un d'autre après 3 ans. Elle enfila une robe longue en lin et coton confortable et se rendit à la serre. Là, elle avait cultivé de magnifiques orchidées pendant 3 ans. Par coïncidence, un glaïeul blanc venait de fleurir ce soir-là. Droit et pur, elle se pencha pour le regarder un instant, puis cassa délicatement la tige. Elle tira la poignée de sa valise et, sans regarder en arrière, abandonna le domaine qui avait été la prison de sa jeunesse et de ses désirs pendant 3 ans. Ce soir, de retour au domaine de Greenwich, l'illusion était parfaite. Depuis 3 jours, la porte du bureau était restée fermée de l'intérieur. De la musique classique jouait doucement, et des ombres bougeaient occasionnellement derrière le verre dépoli. Parce que Séraphine avait l'habitude de s'isoler pendant des jours pour peindre ou lire, demandant que ses repas soient simplement laissés dans le couloir, les gardes ne soupçonnaient rien. C'était une séquence de maisons intelligentes programmées que Séraphine avait méticuleusement mise en place avant de s'échapper discrètement du domaine en pleine nuit il y a 3 jours. Maintenant, exactement comme prévu, la porte du bureau s'ouvrit. Une femme vêtue de la même robe en lin et coton et d'un chapeau à large bord en sortit, tirant une petite valise cabine. À la porte principale, les 2 énormes agents de sécurité s'avancèrent pour l'intercepter. La femme ne s'arrêta pas. Elle baissa la vitre teintée du fourgon de restauration autorisé du domaine juste assez pour montrer un badge de sécurité d'élite, exactement celui que Séraphine avait volé au chef de la sécurité des semaines auparavant et dupliqué. Livraison urgente pour Monsieur Valois à l'hôpital, aboya le chauffeur, un professionnel engagé, avec un fort accent du Bronx. Voyant le badge valide et le fourgon familier, les gardes leur firent signe de passer. Ils ne savaient pas que la vraie Séraphine s'était glissée hors de l'établissement dans le camion de blanchisserie 3 jours auparavant. Et ce n'était qu'un leurre méticuleusement chronométré. Garée là se trouvait une berline blanche discrète, un modèle standard que Séraphine avait acheté secrètement avec ses propres économies et enregistré au nom d'un parent éloigné. La femme monta et la voiture quitta lentement les portes de Greenwich et se fondit dans le trafic. Mais au lieu de se diriger vers Lenox Hill à Manhattan, elle s'éloigna dans la direction opposée vers l'autoroute menant à l'aéroport international JFK. Pendant ce temps, à l'étage VIP de l'hôpital, la tension avait atteint son paroxysme. Les cris de Corinne devenaient plus aigus, mêlés aux encouragements des infirmières et aux ordres du médecin. Alistair faisait les 100 pas dans le couloir, le front plissé, jetant constamment un coup d'œil vers les ascenseurs et les escaliers. Son équipe de sécurité avait scellé l'endroit comme une forteresse de fer. Monsieur Valois,
nous avons des nouvelles du domaine. Un homme qui ressemblait à un agent arriva en courant, baissant la voix. Madame Dubois, elle vient de partir. Le regard d'Alistair devint instantanément acéré comme une lame de rasoir. Où est-elle allée? Combien d'hommes a-t-elle pris? Elle était seule. Elle tirait une valise. Nos hommes n'ont pas réagi à temps et elle est partie en voiture. Sa direction actuelle est inconnue. Nous la suivons. Une valise. Le cœur d'Alistair tomba. Cherchait-elle à s'échapper, ou prévoyait-elle d'agir ailleurs? Idiots inutiles. Alistair rugit. Découvrez immédiatement où elle est allée. Surveillez les aéroports, les gares et tous les grands ponts hors de New York. Appelez le service juridique. Faites-leur rédiger une injonction d'urgence pour l'immobiliser. Il sentit une violente montée de malaise. Le calme de Séraphine cachait bien quelque chose. Choisir ce moment exact pour abandonner le domaine n'était pas un hasard. Avait-elle finalement décidé d'aller aux médias pour exposer toute l'affaire? Ou essayait-elle d'utiliser sa distraction pour transférer des propriétés? Le cerveau d'Alistair fonctionnait à plein régime, calculant tous les mouvements possibles de Séraphine et comment les neutraliser. Il ne la laisserait pas gâcher cette journée. Monsieur Valois. Monsieur Valois. Un autre assistant exécutif se traîna presque hors de l'escalier, serrant une tablette. Son visage était plus pâle que du papier et sa voix était déformée par la terreur absolue. Nous l'avons trouvée. La voiture de Madame Dubois est entrée sur la Juevka Expressway. Nous avons vérifié les caméras de péage. C'est elle. L'aéroport. Bien sûr, elle voulait s'échapper. Le coin des lèvres d'Alistair commença à se recourber en un sourire froid de quelqu'un qui a tout sous contrôle jusqu'à ce qu'il entende l'assistant ajouter presque en pleurant et en tremblant la phrase suivante. Cette phrase fut comme un éclair soudain frappant directement le sommet de sa tête. Et nous venons de recevoir un rapport éclair urgent de la division des actions de la firme. Ils ont détecté une transaction massive inhabituelle d'actions Valois entreprises frappant le marché. Le pourcentage est exactement les 3% qui appartiennent à Madame Dubois. Selon l'accord prénuptial, la transaction a déjà été liquidée. Le capital a transité par plusieurs comptes offshore à l'étranger. L'acheteur a acquis les actions par le biais d'accords indirects sur le marché secondaire. L'entité s'appelle le fonds Apex Vanguard. Nous avons enquêté sur eux. Ils ont un soutien massif. Ils sont entièrement indépendants et n'ont absolument aucun lien avec nous. Alistair se retourna brusquement et saisit l'assistant par le col de sa chemise, les yeux injectés de sang. La transaction de 3% a été liquidée. Quand cela s'est-il produit? Pourquoi ne me le dites-vous que maintenant? L'assistant terrifié balbutia. Les transferts ont été effectués par l'eau via divers comptes fantômes. Ils étaient incroyablement furtifs. Le système n'a pas déclenché l'alarme de volume élevé avant que la dernière tranche d'argent ne soit déplacée il y a quelques minutes. Le directeur du département des actions est déjà en contact avec Wall Street pour vérifier. Selon les estimations initiales, la valeur totale de la vente est d'environ 100 millions de dollars. 100 millions. 3% des actions. Alistair reçut l'impact comme un coup physique brutal. Il lâcha l'assistant et trébucha en arrière, heurtant le mur froid de l'hôpital. Le sang s'était complètement retiré de son beau visage, le laissant d'un blanc sépulcral, rempli de choc et de consternation. C'est impossible. Comment Séraphine aurait-elle pu avoir la capacité de vendre ses actions en silence absolu? Ce sont des actions Valois entreprises. Comment ose-t-elle? Comment est-ce possible? Gelez ses comptes immédiatement. Je me fiche de la façon dont vous le faites. Appelez la SEC, les banques, qui que ce soit. Dites-leur que la transaction est compromise, que c'est une attaque corporative malveillante. Récupérez cet argent. Alistair hurla, sa voix déchirée par une rage et une panique extrême. Monsieur Valois, l'assistant était pâle comme un cadavre, sa voix à peine un murmure. Toute la documentation de l'acheteur est entièrement légale et étanche. Ils ont exploité l'accord prénuptial, exécutant l'échange par le biais de poules sombres non réglementées et d'une structure de fiducie aveugle qui l'a temporairement soustraite aux exigences de déclaration immédiate du formulaire 4 de la SEC. Nous n'avons probablement aucun motif légal de demander un gel et il sera pratiquement impossible de récupérer les fonds. Alistair claqua violemment son poing contre le mur. Ses phalanges enflèrent instantanément. Faille.
Statue. Séraphine. Cette femme qui avait été aussi docile qu'une ombre. À ce moment-là, les portes de la salle d'accouchement s'ouvrirent en grand et une infirmière passa la tête, radieuse. Monsieur Valois, il est là. Mademoiselle Bernard a accouché d'un petit garçon. La mère et le fils vont parfaitement bien. S'il avait reçu cette nouvelle un jour normal, Alistair aurait explosé de jubilation. Mais à cet instant précis, la bonne nouvelle était comme la gifle la plus sarcastique du monde. Il avait dépensé une fortune. Il avait déployé une armée pour empêcher Séraphine de faire une scène et de ruiner le moment le plus important de la naissance de son fils. Et quel fut le résultat? La femme contre laquelle il se protégeait n'était même pas venue pendant qu'il était occupé à surveiller la salle d'accouchement d'une autre femme. Le jour où il croyait avoir un contrôle absolu divin, son épouse légale lui avait porté le coup le plus destructeur imaginable d'une manière que même dans ses pires cauchemars il n'aurait pu prévoir. Elle avait liquidé des actions valant 100 millions de dollars et emmenait l'argent à l'aéroport. Elle partait au moment même où sa vie entrait dans un nouveau chapitre. Et il se croyait au sommet du bonheur avec le plus grand sang-froid calculateur. Elle avait empoché une immense richesse et était sur le point de disparaître de son monde pour toujours. Ah! Alistair laissa échapper un rugissement étouffé comme une bête acculée. Sa poitrine se soulevait violemment. Sa vision s'obscurcit. L'humiliation, la fureur d'avoir été dupé et une terreur incontrôlable le consumèrent entièrement. Trouvez-la. Ramenez-la moi. Fermez Juefka tout de suite. Les yeux injectés de sang, il désigna l'assistant puis les gardes du corps déconcertés. Sa voix aiguë craqua. Je me fiche du terminal où elle se trouve ou de l'endroit où elle prend l'avion. Arrêtez-la. Les gardes du corps semblèrent sortir d'une transe. Ils sortirent frénétiquement leurs oreillettes et leurs radios, essayant de contacter leurs équipes sur le terrain à l'aéroport. Tout était chaos. La joie de la nouvelle vie fut complètement oblitérée par l'ouragan soudain. Le téléphone portable de l'assistant qui avait livré la nouvelle se mit à vibrer follement à nouveau. Il regarda l'écran. C'était l'un des hommes envoyés à la poursuite de la voiture de Séraphine. Il répondit d'une main tremblante. Il écouta quelques phrases et la dernière trace de couleur sur son visage disparut complètement. Il raccrocha lentement le téléphone et regarda Alistair, qui semblait au bord de la folie. Les lèvres de l'assistant tremblèrent, et il fallut toute sa force pour prononcer la phrase qui allait finalement plonger Alistair dans l'abîme. Monsieur Valois, il y a une mise à jour de l'autoroute. La voiture de Madame Dubois est bien allée à l'aéroport, mais nos agents viennent de vérifier les manifestes des vols internationaux. Les registres montrent. L'assistant déglutit difficilement et ferma les yeux, presque en hurlant à travers ses larmes. Il montre que Madame Séraphine Dubois a quitté le pays il y a 3 jours. Elle a pris un vol direct de Juefka à Zurich, en Suisse, en utilisant son passeport américain. Quoi? Alistair se retourna violemment, ses yeux rouges fixés sur l'assistant comme s'il ne comprenait pas l'anglais. L'assistant terrifié s'effondra sur le sol, sanglotant. C'est vrai. Les registres du contrôle aux frontières sont d'une clarté cristalline. Madame Dubois n'est plus aux États-Unis depuis 3 jours. La personne conduisant la voiture à l'aéroport aujourd'hui était probablement un leurre. Nous nous sommes trompés sur tout. Elle est déjà partie et elle a pris les 100 millions des actions. Elle avait tout planifié. Elle est partie il y a 3 jours. Toute cette armée de sécurité, tout ce confinement aujourd'hui. C'était une blague. Elle s'était magistralement échappée sous son nez. Exactement quand il pensait avoir tout maîtrisé, fuyant loin, très loin. Et elle lui avait arraché 100 millions de dollars dans le processus. Un mélange toxique de rage et d'incrédulité paralysa la poitrine d'Alistair. L'air disparut de ses poumons. Il ne s'évanouit pas, mais un violent tremblement soudain s'empara de ses mains. D'un rugissement sauvage, il frappa son poing contre la vitre renforcée du couloir. La vitre se fissura, lui coupant les phalanges, mais il ne ressentit aucune douleur. La réalité de sa défaite humiliante absolue l'écrasa alors qu'il se tenait là, saignant et complètement déjoué, tandis que le faible gémissement d'un nouveau-né résonnait moqueusement depuis la salle d'accouchement. Des heures plus tard, l'adrénaline s'était dissipée, remplacée par une appréhension suffocante et glaciale. Alistair était assis dans le coin faiblement éclairé de la suite de récupération privée de Corinne, un bandage stérile serré autour de ses phalanges ensanglantées. Il n'avait pas dit un mot depuis le couloir. Alistair.
La voix de Corinne, entre l'épuisement et la plainte, rompit le silence. Elle était allongée dans le lit de luxe, tenant le bébé. Vous fixez le mur depuis des heures. Le docteur a dit que vous aviez eu une crise de panique dans le couloir. Vous avez besoin d'un repos absolu. Alistair repoussa brusquement la main qu'elle avait tendue pour lui toucher le front. Le mouvement soudain arracha l'aiguille de la perfusion, causant une vive douleur, mais il l'ignora complètement. Il fixa son regard rougeoyant sur l'assistant, attendant pâlement près de la porte de la suite. Quelle est la situation maintenant? Et Séraphine? L'assistant frissonna, au bord des larmes. Il jeta un coup d'œil attentif à Corinne et ses lèvres tremblèrent. Monsieur Valois, vous avez été inconscient pendant 4 heures. Nous avons vérifié ces informations. En effet, il y a 3 jours, elle a utilisé son passeport pour prendre l'avion de New York pour la Suisse. La voiture que nous avons repérée sur l'autoroute cet après-midi était conduite par un sosie engagé par votre femme pour nous détourner. Le signal GPS de son téléphone portable personnel a été localisé pour la dernière fois à l'aéroport de Zurich, puis a disparu. Elle utilise probablement des téléphones prépayés intraçables. Suisse. Alistair mâcha le mot, sentant un froid polaire entre ses dents. L'un des endroits au monde avec les lois de confidentialité les plus strictes et impénétrables, des systèmes bancaires privés et de gestion d'actifs. Elle y était allée. Elle avait tout planifié. Méticuleusement. Et les actions, siffla-t-il, grinçant des dents. L'assistant baissa encore plus la tête. 7. Cette transaction de 3% est définitivement finalisée. Elle ne peut pas être annulée. L'argent est passé par tant de comptes offshore que sa destination finale est un mystère. Nous avons consulté les meilleurs avocats et experts comptables judiciaires de Manhattan. Ils nous ont dit que les méthodes de la partie adverse étaient exceptionnellement professionnelles. Elles ont absolument respecté toutes les réglementations de la SEC et les lois des sociétés, ne laissant pratiquement aucune empreinte. Et le fonds Apex Vanguard a un levier massif. Ils l'ont ouvertement déclaré comme un investissement commercial ordinaire. Ils ont refusé de divulguer qui est leur client et rejettent toute communication avec nous. Alistair fixa l'assistant. Il ne cria pas immédiatement. Au lieu de cela, un silence étrange et terrifiant tomba sur la pièce. Ses phalanges devinrent blanches alors qu'il serrait les barres du lit. Inutile. Alistair siffla finalement, sa voix tombant à un murmure létal et tremblant. Soudain, d'un violent coup de bras, il jeta le lourd pichet d'eau en cristal de sa table de nuit à travers la pièce. Il se brisa contre le mur, arrachant un cri à Corinne. Vous êtes une bande d'idiots inutiles. Sa poitrine se soulevait rapidement, secouant le tube 4. Trouvez-la. Continuez d'enquêter. Utilisez tous vos contacts. Je me fiche du coup. Je veux savoir exactement où elle se trouve, qui elle consulte et ce qu'elle compte faire de mon capital. Oui, monsieur Valois, nous nous en occupons. L'assistant hocha rapidement la tête, le front trempé de sueur froide. Aussi, Alistair prit une profonde inspiration pour se forcer à rester calme, bien que sa voix dégoulinât toujours d'une haine glaciale. Contactez nos arrangeurs en Suisse. Suivez ses mouvements après son entrée dans le pays par des canaux non officiels. Marquez toutes les réservations d'avions ou de trains et préparez mon Gulfstream. Je vais moi-même en Suisse. Alistair. Corinne ne put se retenir et parla d'une voix brisée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Vous venez de vous réveiller et vous voulez prendre l'avion pour la Suisse? Et moi? Et le bébé? Notre fils n'a même pas pu vous voir correctement encore. Elle fit signe à l'infirmière de rapprocher le paquet de couverture où dormait le nouveau-né, ridé et rose dans son berceau. En tout autre temps, Alistair aurait été fou de joie. Mais à cet instant précis, toute émotion pour cette nouvelle vie avait été oblitérée par la suspicion, l'agacement, l'humiliation de la trahison et des pertes financières astronomiques. Il sentait presque que la naissance de cet enfant était une blague sarcastique, quelque chose qui mettait en évidence sa propre arrogance et le calcul mortel de Séraphine. L'enfant vous a, l'infirmière, et les meilleurs pédiatres du pays, répondit Alistair platement sans jeter un second regard au bébé. J'ai des choses plus importantes à gérer. Le visage de Corinne devint encore plus pâle. Une vague gigantesque de déception et de profond ressentiment l'envahit. Elle pensait que lui donner un fils assurerait sa position pour toujours et que l'attention d'Alistair serait entièrement concentrée sur elle et le bébé.
Elle ne s'attendait pas que, à peine une demi-journée après l'accouchement, Séraphine bouleverserait le monde. Ni qu'Alistair, en se réveillant, ne penserait qu'à la femme qui lui avait volé son argent, montrant une telle fragilité envers son propre fils. Alistair. Qu'est-ce qui est le plus important? Votre fils et moi ou cette femme qui vous a trahi et s'est enfuie avec votre argent? Corinne finit par éclater en sanglots et en cris. Son corps affaibli par l'accouchement la laissa à bout de souffle. Taisez-vous. Alistair la coupa sèchement, son regard comme un couteau. Que savez-vous? Nous parlons de 9 chiffres en actifs liquides. Ce n'est pas de la petite monnaie. Elle n'a pas seulement pris de l'argent. Elle m'a dépouillé de ma dignité, anéanti le capital liquide de Valois Entreprises et déclenché une réaction en chaîne. Il n'allait pas s'abaisser à expliquer toutes les finances corporatives à Corinne. Corinne trembla à son cri. Le reste de ses plaintes se nouèrent dans sa gorge, ne laissant qu'un sanglot impuissant. Soudain, elle sentit que l'homme beau et irascible devant elle était un étranger terrifiant. L'atmosphère dans la pièce était suffocante. L'assistant retint sa respiration, souhaitant pouvoir devenir invisible. Juste à ce moment-là, le téléphone portable personnel d'Alistair vibra follement. C'était sa mère. Il fronça les sourcils, prit une profonde inspiration et répondit. La voix d'Éléonore Valois, à l'autre bout, était chargée de rage et de panique. Alistair, qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je viens d'avoir un appel de votre oncle, il dit. Il dit que la fille Dubois a vendu toutes ses actions et s'est enfuie à l'étranger. C'est vrai? Comment avez-vous pu être si négligent? Tant d'actions et vous la laissez les vendre comme si de rien n'était. Et Corinne, a-t-elle accouché? C'est un garçon ou une fille? À quel hôpital êtes-vous? Pourquoi y a-t-il tant de chaos? Une litanie de questions s'abattit sur lui. Mère, c'est un peu compliqué. Quand j'aurai tout réglé, je vous expliquerai. Corinne a eu un garçon. Nous sommes à Lenox Hill. Je vais bien. Comment ça, vous allez bien? J'ai entendu dire que vous vous étiez même effondré sous le choc. Écoutez-moi très attentivement, Alistair. Cette question d'action doit être réglée maintenant. Ce n'est pas une petite somme. Et vous devez faire revenir Séraphine. On ne vole pas l'argent de la famille Valois si facilement. Elle veut divorcer et s'enfuir avec le coffre-fort? Dans ses rêves. J'ai déjà dit à votre père de contacter ses amis du banc fédéral. Nous verrons si nous pouvons obtenir une interdiction de voyager ou récupérer une partie des fonds. Réglez ça immédiatement. Alistair marmonna un oui et raccrocha. Bien que sa mère ne fît qu'ajouter de l'huile sur le feu, elle lui rappela un point clé. Le père de Séraphine, Henri Dubois, était toujours en établissement de soins. La famille Dubois était en faillite. Peut-être pouvait-il faire pression là-dessus. Renseignez-vous sur l'état d'Henri Dubois et du reste de la famille Dubois, ordonna Alistair à son assistant. Aussi, demandez à l'équipe juridique de rédiger une nouvelle demande de divorce. La précédente est à jeter. Maintenant, je vais poursuivre Séraphine pour dissipation malveillante d'actifs matrimoniaux et demander un gel immédiat de tous ses avoirs nationaux et internationaux. Tout de suite, Monsieur Valois. L'assistant avait à peine pris note que le téléphone sonna à nouveau. C'était l'un des principaux dirigeants du conseil d'administration. Son ton était frénétique. Alistair, que se passe-t-il? Des rumeurs circulent à Wall Street selon lesquelles votre femme, enfin, bientôt votre ex-femme, a largué un bloc massif d'actions Valois pour encaisser et s'enfuir. C'est vrai? L'action est déjà en chute libre après les heures de négociation, même si le pourcentage n'est pas une participation majoritaire. L'optique d'un membre de la famille principale liquidant ses positions est catastrophique. Les investisseurs institutionnels se demandent, a-t-il un problème fondamental avec la firme dont nous ne sommes pas au courant? Vous devez publier une déclaration officielle pour calmer le marché. L'estomac d'Alistair se serra de plus en plus. La réaction en chaîne avait commencé. Séraphine n'avait pas seulement pris de l'argent liquide. Elle avait porté un coup brutal à la confiance des investisseurs dans Valois Entreprises. S'il ne gérait pas cela parfaitement, la panique du marché entraînerait des pertes dépassant de loin ses 100 millions. Arthur, ignorez le bruit. Il s'agit simplement d'une restructuration interne de la gestion de patrimoine familial. Il y a des malentendus. Je publierai un communiqué de presse officiel dès que possible, répondit Alistair, forçant un ton calme.
Après avoir raccroché, son visage était si sombre qu'il semblait dégouliner d'obscurité. Gestion de patrimoine familial. Malentendu. Même lui réalisa à quel point ses excuses sonnaient pathétiques. Il regarda par la fenêtre. C'était déjà la nuit et la skyline de Manhattan scintillait, mais aucune de ces lumières ne pouvait illuminer la glace dans ses yeux. Séraphine, cette femme infiniment soumise. Silencieusement et imperceptiblement, elle avait tendu le piège parfait alors que tout le monde croyait qu'elle n'était qu'un objet inoffensif, et le coup avait été létal. Zurich, Suisse, Alistair serra les poings, les veines saillantes sur le dos de ses mains. Peu importe le coin du globe où vous courez, Séraphine. Je vous trouverai, et je vous ferai vomir ces 100 millions centimes par centime. À ce moment-là, à des milliers de kilomètres de là, à Zurich, les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Séraphine était assise sur la vaste terrasse de son appartement au bord du lac, enveloppée dans un doux châle en cachemire. À côté d'elle reposait une tasse de tisane fumante. Sur l'écran de son MacBook, plusieurs nouveaux emails apparurent dans sa boîte de réception cryptée. Le premier provenait de Maître Fischer, l'informant qu'Alistair s'était réveillé et entreprendrait probablement des actions légales agressives. Il avait déjà préparé la défense et, en vertu de la juridiction suisse, avait initié des protocoles de protection des actifs. Le second venait de la société de déménagement international confirmant que la petite boîte contenant ses quelques effets personnels avait passé la douane et était en route vers sa nouvelle adresse. Le dernier email provenait d'un centre de rééducation privé ultra exclusif à Zurich. Ils y avaient joint le dernier rapport médical de son père, Henri Dubois, ainsi que plusieurs photographies de ses premiers jours là-bas. Sur celle-ci, Henri apparaissait assis dans un fauteuil roulant haut de gamme tandis qu'un soignant le promenait dans les jardins immaculés. Bien qu'il fût encore très mince, son teint était bien meilleur qu'à New York, et ses yeux étaient bien plus lucides. Une douce couverture couvrait ses genoux, et en arrière-plan se trouvaient le lac serein et les Alpes lointaines. Séraphine fixa les photos longtemps. Ses yeux, qui étaient restés figés si longtemps, montrèrent enfin la faible lueur de larmes sincères. Elle tendit la main et toucha doucement le visage de son père sur l'écran. Puis elle ferma l'email et prit un autre document. C'était une brochure d'inscription du centre de formation continue de l'université de Zurich. Le programme était Histoire de l'art et gestion culturelle. À côté reposait un manuel d'allemand pour débutants. Dehors, le lac de Zurich était profond et silencieux au milieu de la nuit. Les lumières de la rive opposée se reflétaient sur l'eau, se brisant comme des étoiles éparses au loin. Le tintement mélodieux d'une cloche d'église créait de petites ondulations dans l'air tranquille. Ici, il n'y avait pas de mariage suffocant. Il n'y avait pas de regard critique guettant à chaque coin. Il n'y avait pas de rôle d'épouse docile à jouer. Il n'y avait que la brise nette de sa liberté retrouvée. Elle prit la tasse, but une gorgée, et la chaleur du thé glissa dans sa gorge, réconfortant tout son corps. De retour à New York, les retombées du coup de maître de Séraphine frappèrent la vie d'Alistair comme une boule de démolition. De toutes les personnes exigeant des réponses, la première fut sa mère, Éléonore Valois. Elle ne vint pas aux Pantous pour crier ou faire une scène. Au lieu de cela, elle convoqua l'équipe juridique d'Alistair et gela froidement toutes les initiatives visant à créer des fonds fiduciaires pour l'enfant. À huis clos, elle lança un ultimatum discret mais absolu à son fils. Aucun capital Valois ne touchera ce garçon tant qu'un test ADN discret et étanche n'aura pas confirmé qu'il est le vôtre. Compte tenu de la façon dont votre femme vient de nous duper complètement, je ne tolérerai pas un autre parasite. Corinne, réalisant qu'elle était traitée avec une suspicion polie et glaciale plutôt qu'avec l'accueil royal qu'elle attendait, ressentit un profond et humiliant ressentiment, mais elle n'osa pas crier. Elle ne put que se mordre les lèvres et accepter le test. Alistair, déjà stressé et dépassé, sentit ses tempes battre à cause de la dispute. Il jeta un regard de côté au bébé qui pleurait dans sa couverture, mais toute trace de tendresse avait été écrasée par la paranoïa et le stress. La trahison de Séraphine s'était logée dans son cœur comme une épine empoisonnée, le faisant douter de tout le monde. Faites le test. Ces trois mots mirent fin aux pleurs de Corinne. Elle leva la tête et le fixa, incrédule et dévastée. Alistair évita ses yeux. Faites-le. Alors tout le monde sera en paix. Il avait besoin de contrôle. Il avait besoin de certitude. Les résultats du test confirmèrent rapidement qu'Alistair était le père biologique. Éléonore adoucit son ton et commença à discuter de nom et de fiducie. Mais elle continua de traiter Corinne avec froideur et suspicion.
Corinne, débordante de grief, mais trop terrifiée pour s'exprimer, enterra sa rage et haïssait encore plus la fugitive Séraphine. Mais si les choses allaient mal à la maison, le feu à l'entreprise était un enfer. Bien que Valois Entreprises ait utilisé l'excuse de la gestion de patrimoine pour tenter d'étouffer la nouvelle de la vente d'actions, les rumeurs à Wall Street ne mouraient pas. L'action chuta pendant plusieurs jours consécutifs, anéantissant des centaines de millions de dollars en capitalisation boursière. Plusieurs grands actionnaires commencèrent à faire pression sur Alistair, exigeant une explication logique. Quelques-uns laissèrent subtilement entendre que la mauvaise gestion catastrophique de son divorce par Alistair posait un risque fatal à la confiance des investisseurs. Alistair, épuisé physiquement et mentalement, dut organiser d'interminables réunions du conseil pour tenter de calmer la mutinerie grandissante. Les informations qui revenaient des agents qu'il avait envoyés en Suisse étaient sombres. Après être entrée dans le pays, Séraphine s'était dissoute comme une goutte d'eau dans l'océan. Elle avait changé de numéro de téléphone, utilisé des adresses fictives et s'était protégée derrière les lois draconiennes sur la confidentialité de la Suisse. Les 100 millions de dollars avaient été dispersés dans plusieurs fonds privés et fiducies blindés. Nos contacts à Zurich disent que l'équipe juridique et la banque privée gérant ces actifs sont les plus impitoyables de l'industrie. Ils considèrent le secret bancaire et professionnel comme leur évangile absolu. À moins que nous ne présentions des preuves définitives que l'argent provient d'un crime majeur, il est impossible d'extraire des informations par des voies légales. Alistair claqua son stylo Mont Blanc sur le bureau en acajou. Alors utilisez des moyens illégaux. Payez ce qu'il faut. L'assistant déglutit difficilement. Les règles y sont exceptionnellement strictes. De plus, Mademoiselle Dubois a sélectionné des entités qui ne sont notoirement pas corruptibles pour divulguer des données. Le risque de poursuite fédérale est énorme. À l'heure actuelle, aucun arrangeur ne veut s'occuper de l'affaire. Alistair desserra sa cravate en soie, ressentant une impuissance suffocante qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait l'habitude de tout résoudre avec de l'argent et du pouvoir. Mais cette fois, Séraphine avait utilisé son propre argent et son propre pouvoir pour construire une forteresse imprenable. Et ce qui l'exaspérait le plus, c'est que sa nouvelle demande de divorce, rédigée spécifiquement pour l'accuser de pillage d'actifs matrimoniaux, fut immédiatement contrée par son équipe juridique avec un mémoire juridique dévastateur. Son avocat ne se contenta pas de nier les accusations. Il soumit un dossier massif de preuves. Y était inclus l'accord prénuptial notarié stipulant explicitement que les 3% d'actions appartenaient uniquement et exclusivement à Séraphine et que, bien que Valois Entreprises détenait un droit de premier refus pour une période spécifique, il n'y avait aucune restriction à la vente à un tiers. Ils joignirent également une copie d'un email que Séraphine avait envoyé à une boîte de réception obscure qu'Alistair vérifiait rarement, le notifiant techniquement de son intention de vendre. Les transactions respectaient la juste valeur marchande. De plus, un rapport d'expertise détaillé prouvait que le reste du patrimoine personnel de Séraphine était strictement séparé des avoirs des Valois. Enfin, le document juridique avertissait que le comportement d'Alistair, cohabitant avec une autre femme pendant le mariage et ayant un enfant hors mariage, constituait des motifs indéniables d'adultère et de traitement cruel. Si Monsieur Valois insistait pour traîner cela devant les tribunaux, Mademoiselle Dubois se réservait le droit de déposer une contre-poursuite exigeant une compensation astronomique et une part fortement disproportionnée de la répartition équitable. En voyant les documents, en particulier l'email, les doigts d'Alistair tremblèrent. Ses assistants examinaient la plupart des emails de cette boîte de réception, et à l'époque, ils étaient entièrement concentrés sur la grossesse de Corinne. Elle avait tout calculé jusque dans les moindres détails. Monsieur Valois, ces preuves sont à l'épreuve des balles. C'est comme s'ils attendaient que nous frappions. Si nous poursuivons cette guerre juridique, nous allons perdre. Il est fort probable que l'affaire avec Mademoiselle Bernard et le bébé soit utilisée contre vous et votre image personnelle, et l'action de la firme s'effondrera. L'avocat principal d'Alistair analysa, ajustant ses lunettes. Assez. Alistair le coupa, la poitrine haletante. Il ne s'était jamais senti aussi acculé. Il était la victime. Il avait perdu l'argent. Et maintenant, il s'avérait qu'elle avait le dessus légal sur tous les fronts. Il était pieds et poings liés. Juste à ce moment-là, son téléphone portable personnel sonna. C'était un numéro inconnu avec un indicatif de pays de Zurich. Le regard d'Alistair s'aiguisa. Il fit signe aux avocats et aux assistants de quitter le bureau et répondit d'une voix glaciale. Oui. Il y eut 2 secondes de silence sur la ligne. Puis une voix féminine,
sereine et imperturbable, parla. Alistair. C'est Séraphine. Les muscles d'Alistair se contractèrent instantanément. Il se leva de sa chaise, serrant le téléphone assez fort pour le briser. Séraphine, où diable êtes-vous? Où je suis est sans importance. La voix de Séraphine, au téléphone, était claire, froide, dénuée de toute émotion, ni triomphe ni malice. C'était comme si elle discutait de quelque chose qui ne la concernait pas. Je vous appelle pour vous notifier formellement de 2 choses. Premièrement, mon avocat a reçu votre requête. Il s'en occupera. Personnellement, je suggère que si vous ne voulez pas que le statut de Mademoiselle Bernard, votre enfant illégitime, votre abandon cruel de mon père mourant et toutes vos infidélités deviennent un cirque médiatique public exploité par les tabloïds, vous reconsidériez vos actions. L'action de votre entreprise est déjà assez volatile. Le cœur d'Alistair manqua un battement. Elle le faisait chanter avec la réputation et le cours de l'action de son entreprise. Deuxièmement, continua-t-elle sans attendre de réponse. Un divorce non contesté est l'option la plus efficace. Mon avocat vous enverra les papiers. Les conditions sont simples. Compte tenu de votre adultère flagrant, je renoncerai à mon droit de me battre pour une plus grande part du patrimoine matrimonial. Cependant, le domaine équestre historique de la vallée de l'Hudson, la propriété que votre famille a impitoyablement saisie au Dubois lors de notre fusion, sera transférée à mon nom. En dehors de cela, tout est réglé sans autre réclamation. Si vous signez, je coopérerai au règlement final de la propriété. Dans vos putains de rêves. Alistair rugit, perdant la tête. Séraphine, pensez-vous que vous cacher en Suisse et jouer à ces petits jeux me met en difficulté? Ce domaine est un héritage, une propriété Valois. Vous ne l'aurez jamais et mon capital. Ces fonds appartiennent à la famille Valois, et vous allez les rendre. De l'autre côté de la ligne, Séraphine sembla soupirer doucement. C'était un son faible, mais chargé d'une pitié indéniable qui rendit Alistair physiquement malade. Sa voix resta ferme. Ces 3% étaient légalement et techniquement toujours miens. Ce n'était pas du capital d'entreprise Valois. Je les ai vendus en pleine conformité avec la loi. Quant au domaine de la vallée de l'Hudson, sa valeur marchande est une erreur d'arrondi comparée aux pentouses et aux diamants que vous avez achetés pour Bernard ou à ce qu'un juge de Manhattan accorderait en pension alimentaire et en partage d'actifs après avoir examiné votre dissipation massive de fonds matrimoniaux. Si je le demande, c'est simplement pour une simple clôture pour ma défunte mère et pour moi-même après ces 3 années. Elle marqua une pause et son ton devint un peu plus impitoyable. C'est la sortie la plus élégante que je puisse vous offrir. Si vous insistez pour une bataille juridique houleuse, je vous affronterai jusqu'au bout. Mais quand les choses échapperont complètement à tout contrôle, vous serez le seul à blâmer. Pensez-y. Mon avocat vous contactera. Au revoir. Attendez, Séraphine. Alistair hurla. Mais tout ce qu'il entendit fut la tonalité. Alistair resta pétrifié, le téléphone à la main, le visage défiguré par la rage. Comment osait-elle? Comment osait-elle lui parler sur ce ton? Le menacer d'une sortie élégante? Alistair lança son téléphone sur mesure contre le mur. L'écran se brisa en 1000 morceaux. Élégante. Séraphine. Pourquoi n'avez-vous pas pensé à l'élégance quand vous m'avez dépouillé et avez fait de la famille Valois la risée de tout New York? Il haletait, les yeux injectés de sang. Un mélange de colère et d'une terreur qu'il refusait d'admettre commença à s'emparer de lui. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment connu la femme qui avait dormi à ses côtés pendant 3 ans. Elle n'était pas une brebis docile. Elle était un léopard silencieux et patient qui savait exactement quand mordre à la jugulaire. Et maintenant, non seulement il n'avait aucune idée d'où la trouver, et non seulement il avait perdu une fortune, mais il courait le risque grave de voir tout le scandale familial rendu public et de ruiner son empire. L'assistant se précipita, terrifié par le bruit. Monsieur Valois, Alistair se retourna lentement avec un regard assassin. Dites au service juridique d'arrêter toutes les actions contre Séraphine et mettez-moi en ligne avec le PDG de Goldman Sachs. Il devait d'abord stabiliser le cours de l'action de la firme. Quant à Séraphine, il regarda par la fenêtre le ciel lourd de New York. La vengeance est un plat qui se mange froid. Finalement, Alistair céda sous la pression insoutenable du conseil d'administration. La demande d'Éléonore de garder le scandale hors de la presse et les risques financiers catastrophiques d'un procès.
Il signa les papiers de divorce avec un visage plus sombre que la nuit. Le domaine de la vallée de l'Hudson fut transféré à Séraphine. Elle ne se présenta jamais. Tout fut exécuté par procuration. Alistair envoya quelqu'un inspecter la maison. Elle était vide, intacte, comme si elle se moquait de lui. Le service de relations publiques de Valois Entreprises présenta le divorce comme une séparation à l'amiable due à des différences irréconciliables. Mais il n'y a pas de secret dans la haute société de Manhattan. Le coup de maître de Séraphine et le spectacle humiliant qu'Alistair subit à Lennox, il devint le sujet de conversation préféré de chaque gala de l'Upper East Side. Pendant longtemps, Alistair fut la risée de l'élite, et le cours de l'action de son entreprise mit un temps difficile à se redresser. Corinne, de son côté, ne réussit pas à faire son entrée triomphale dans la famille Valois. Éléonore utilisa l'excuse que le bébé est trop jeune et qu'un mariage si tôt après un divorce semble vulgaire, pour reporter le mariage indéfiniment. Bien que Corinne emménageât dans la maison de ville de la famille Valois, son statut était celui d'une invitée inconfortable. Le personnel la traitait poliment, mais la méprisait dans son dos. Et Alistair, qui était devenu exponentiellement plus volatile et maussade après le coup de Séraphine, ne prêtait guère attention à elle ou à l'enfant. Son rêve d'être l'enviée Madame Valois se dissolvait. La profonde désillusion la rendit irritable, déclenchant de vives disputes avec Éléonore. L'atmosphère dans la grande maison Valois devint un terrain toxique. Et rien de tout cela n'importait le moins du monde à Séraphine, qui vivait à des milliers de kilomètres de là. Sa vie à Zurich était paisible et épanouissante. Elle avait installé son père dans un établissement de classe mondiale et lui rendait visite chaque semaine. Henri Dubois, exceptionnellement bien soigné et avec sa fille à ses côtés, s'améliorait régulièrement. Bien qu'il parlât encore avec difficulté, son moral était excellent, et parfois il se promenait même le long des rives du lac. Séraphine avait repris ses études. Elle s'inscrivit à des cours d'histoire de l'art à l'université et passait ses après-midi à étudier l'allemand, à flâner dans les musées ou à rencontrer ses camarades de classe internationaux dans des cafés locaux. Elle avait entièrement abandonné cette attitude craintive et docile. Elle paraissait remarquablement détendue. Sa garde-robe avait également changé. Elle ne portait plus de robes modestes et étouffantes, préférant des pantalons bien coupés, des chemises en soie sur mesure et des manteaux en laine confortables et luxueux. Imprégnée d'une paix intérieure, elle rayonnait d'une beauté calme et indéniable. Son immense fortune avait été diversifiée mondialement dans des fonds stables, et les rendements purs lui garantissaient une vie de luxe ultime pour des générations. Elle restait discrète mais portait l'immense confiance que seule une liberté financière absolue peut procurer. Parfois, elle pensait à New York, à la famille Valois et à Alistair. Mais ses souvenirs étaient comme regarder à travers un verre embué. Ils ne l'affectaient pas. Il n'y avait plus de haine. C'était un cauchemar glacial dont elle s'était réveillée. Elle était même légèrement reconnaissante pour ces 3 années. Si elle n'avait pas été acculée si brutalement, elle n'aurait jamais su qu'elle recelait tant d'acier en elle. Ayant enduré tant de froid, elle appréciait d'autant plus la liberté. Le temps s'écoula comme une rivière jusqu'à un jour de fin d'automne. Alors que Séraphine étudiait à la bibliothèque universitaire, elle reçut un appel des États-Unis. C'était un lointain cousin de la famille Dubois. Séraphine, j'ai entendu dire que vous vous débrouillez incroyablement bien là-bas. Je suis tellement content, balbutia le cousin, essayant de paraître flatteur. Écoutez, il y a quelque chose que je pensais que vous devriez savoir. Il avait l'air excité et baissa la voix. C'est à propos d'Alistair Valois. Je pense qu'il est dans un sacré pétrin. Séraphine se déplaça vers un coin tranquille du couloir. Ces affaires n'ont plus rien à voir avec moi. Oui, je sais que vous êtes divorcé, mais cela vous concerne. Vous vous souvenez de ces 3% d'actions que vous avez vendues au fonds Apex Vanguard? Séraphine haussa légèrement les sourcils. Oui. Eh bien, Apex Vanguard est notoirement obscur. Il s'avère qu'ils sont soutenus par un syndicat européen massif d'argent ancien. Ce ne sont pas seulement des investisseurs passifs. Depuis qu'ils ont acheté vos actions, ils sont restés complètement silencieux. Mais dernièrement, ils se sont alliés à des actionnaires activistes qui en avaient déjà assez des stratégies risquées d'Alistair. Ils ont mené une mutinerie en bonne et due forme au conseil, menée par nul autre que son cousin rancunier, Thaddée. Ils l'accusent d'avoir saigné des centaines de millions dans des projets outre-mer ratés et d'avoir causé un chaos absolu. Ils ont exigé un audit judiciaire et... La voix du cousin s'accéléra.
Et il soumet une motion pour le démettre de ses fonctions de PDG de Valois Entreprises. Séraphine hocha mentalement la tête. Cela expliquait beaucoup de choses. Lorsqu'elle avait choisi Apex Vanguard, c'était pour leur stérilité juridique et leur discrétion. Elle n'avait jamais imaginé qu'il finirait par lancer une OPA hostile depuis le conseil d'administration. Le marché n'a pas de sentiment en ce moment. Il y a une guerre civile dans l'entreprise. L'action est en chute libre à nouveau. Alistair est désespéré, cherchant des financements, et son projet phare d'énergie verte s'est avéré être une fraude massive. L'ancien patriarche valois a dû être hospitalisé avec une crise cardiaque quand il l'a découvert. C'est un bain de sang absolu. Séraphine écouta sans ciller. Après un moment, elle parla avec sa tranquillité habituelle. « Cousin, j'apprécie que vous me le disiez, mais je le répète, c'est du passé. Alistair est un homme capable. Je suis sûr qu'il saura faire face à ces défis. J'ai des choses à faire. Au revoir. » Elle raccrocha sans attendre de réponse et regarda par la fenêtre. Les vieilles rues de Zurich étaient tapissées de feuilles dorées. Dans la bibliothèque, les seuls sons étaient des pages qui tournaient et des stylos qui grattaient. La chute d'Alistair ne la surprit pas. Il était autoritaire, arrogant et impitoyable. Dans les bons moments, il imprimait de l'argent. Mais en temps de crise, son incapacité absolue à admettre ses torts était destinée à être sa ruine. Il ne faisait que récolter ce qu'il avait semé, et le fonds Apex Vanguard n'était qu'un accélérateur. Elle retourna à sa place et ouvrit son lourd manuel d'art de la Renaissance. Tout le reste était poussière et histoire. Mais Séraphine ne pouvait pas imaginer quelle partie de son passé refusait de mourir, surtout un Alistair désespéré, agissant comme une bête acculée. Absolument convaincu que la seule architecte de sa damnation absolue était elle. L'hiver arriva à Zurich. Une fine neige tombait. Après avoir terminé son dernier examen du semestre, Séraphine sortit du bâtiment historique de l'université et ouvrit son parapluie. Elle flâna paisiblement dans les rues pavées recouvertes d'une légère couche blanche vers son café préféré. Elle allait rencontrer Julien Duval, un brillant avocat britannique-suisse du cabinet de Fischer et un bon ami avec qui elle collaborait occasionnellement, pour discuter du lancement potentiel d'une galerie d'art boutique. Le café était chaleureux, sentant les grains torréfiés et les pâtisseries fraîches. Elle s'assit dans son coin habituel près de la vitrine, commanda un latte et révisa quelques notes sur son iPad. La neige tapotait doucement contre la vitre. Elle ne remarqua pas que, dans le coin opposé, appuyé contre le mur, un homme dans un lourd manteau sombre, un bonnet et le visage caché derrière une écharpe, la fixait intensément depuis longtemps. Ses mains tremblaient sous la table, non pas de froid, mais d'une anticipation tendue et sauvage. Alistair Valois n'aurait jamais cru qu'il finirait ainsi, une ombre pathétique se cachant dans un pays étranger pour traquer la femme qui avait brisé son empire. La guerre corporative s'était soldée par sa défaite catastrophique. Complètement évincé de son poste de PDG, il lui avait laissé un siège décoratif au conseil avec 0 droit de vote. Le projet d'énergie verte s'était effondré et il avait perdu le peu d'actifs liquides personnels qui lui restaient pour couvrir les appels de marge. Son père, ayant subi une deuxième crise cardiaque massive, était incapable. La dynastie de la famille Valois s'était effondrée. Éléonore Valois, la matriarche qui avait autrefois exigé des tests ADN et affiché sa supériorité, fut contrainte de liquider son cher appartement de l'Upper East Side pour payer des amendes fédérales. Dépouillée de sa richesse et entièrement ostracisée par l'élite de Manhattan, elle vieillit de 10 ans du jour au lendemain, se cachant dans un modeste appartement loué dans le Queens. Corinne eut une violente dispute hurlante avec lui. Elle le traita d'échec inutile pour avoir détruit l'avenir de leur fils et lui asséna une brutale requête de pension alimentaire. Réalisant qu'il n'y avait plus d'empire à hériter, elle finit par accepter un règlement forfaitaire qu'Éléonore avait secrètement réuni, emmenant le bébé et partant pour de bon. Du summum absolu de Manhattan, Alistair s'était écrasé la tête la première dans la boue en quelques mois. Sauvé de la faillite totale uniquement par la charité d'un grand-oncle résident à Genève. Il avait passé des mois à ruminer sa haine. Pendant les longues nuits d'insomnie, toute sa fureur convergeait vers un nom, Séraphine. C'était à cause d'elle. Si elle n'avait pas vidé les liquidités de la firme de ses 100 millions. Si elle n'avait pas fait venir Apex Vanguard. Si elle ne l'avait pas humilié et détruit son aura invincible, mettant en gage ses dernières montres de luxe pour payer un détective privé louche du dark web. Il avait réussi à suivre approximativement les mouvements de Séraphine à Zurich. Et il y avait son plan dérangé.
Trouver la femme responsable et la détruire, même si cela signifiait se traîner en enfer à ses côtés. Il avait surveillé la zone pendant une semaine et il l'avait trouvée. Il la fixa. Elle portait un pull en cachemire beige, une jupe en laine anthracite et un long manteau couleur avoine. Elle était élégante, simple. Elle buvait son café. Son visage rayonnait d'une perfection et d'une paix absolue. Elle n'avait pas l'air effrayée ou traquée. Elle possédait la tranquillité d'une victorieuse. Cet éclat poignarda la santé mentale d'Alistair. Pourquoi avait-il tout perdu? Pourquoi sa vie était-elle un enfer vivant alors qu'elle jouissait du succès en dépensant son argent? Il fouilla dans la poche intérieure de son manteau et saisit un objet métallique dur, un couteau à cran d'arrêt automatique qu'il avait acheté sur le marché noir. Il ne voulait pas la tuer. Ce serait trop facile. Il voulait lui scarifier le visage. Il voulait effacer cette paix et la plonger dans la même terreur et le même échec qu'il ressentait. Il serra les dents, se préparant à bondir de sa chaise vers elle. Mais à cette seconde exacte, la cloche au-dessus de la porte du café sonna, et un homme grand entra, apportant l'air froid de la rue avec lui. C'était Julien Duval. Il portait un élégant pardessus en laine anthracite, tenait une mallette en cuir et avait l'air intensément confiant et beau. En entrant, son regard balaya le café, et après s'être brièvement et brusquement posé sur Alistair, il se fixa sur Séraphine avec un sourire chaleureux. « Avez-vous attendu longtemps ?» Julien s'assit en face de Séraphine. Sa voix était grave et agréable, parlant un anglais parfait, sans accent. Séraphine leva les yeux et sourit largement, un sourire sincère et détendu. Une expression qu'Alistair n'avait jamais vue sur elle en 3 ans de mariage. Pas du tout. Je viens d'arriver. Julien, n'aviez-vous pas une déposition? Finito. Et je savais que vous seriez là, alors je suis venu directement. Julien sortit un dossier de sa mallette. J'ai apporté les contrats de location pour l'espace commercial que vous vouliez pour la galerie. Parfait. Merci. Je vous donne toujours du travail supplémentaire, dit-elle, sincèrement reconnaissante. Ce n'est pas un problème du tout. Il rit avec assurance, faisant signe au serveur. La complicité et la proximité naturelle qu'ils affichaient étaient indéniables. Alistair, cloué à son siège, devint rigide comme une pierre. Qui était ce type? Séraphine avait-elle déjà un amant? Ou peut-être le connaissait-elle d'avant? Une idée répugnante envahit le cerveau d'Alistair. Son évasion et le sabotage corporatif avaient-ils été orchestrés par ce type depuis le début? La jalousie, une colère extrême et la honte lui brûlaient la gorge comme du magma en fusion. Il n'en pouvait plus. Il se leva brusquement, faisant grincer violemment sa chaise contre le sol. Plusieurs clients se tournèrent pour le regarder. Il baissa son écharpe, révélant un visage émacié et acéré, consumé par l'obscurité, et fit de grandes enjambées vers leur table. Séraphine révisait les documents. Elle sentit une ombre bloquer sa lumière et un malaise écrasant. Le même malaise qu'elle avait essayé d'oublier. Elle leva les yeux et vit l'homme aux yeux injectés de sang la fixer. Le sang quitta son visage pendant une microseconde. Alistair. Bien qu'il ait l'air misérable, elle ne pouvait pas se tromper sur ses traits. Presque avant qu'Alistair n'atteigne la table, Julien avait déjà perçu l'hostilité. Il se pencha subtilement en avant, positionnant ses larges épaules comme une barrière entre Séraphine et l'intrus. Il fixa Alistair sans dire un mot, projetant une autorité lourde et indéniable. Séraphine. Le nom jaillit comme un crachat entre les dents serrées d'Alistair. Vous vous êtes vraiment bien installé, n'est-ce pas? Saignez mes comptes à blanc juste pour financer votre petite escapade européenne et exhiber votre nouveau jouet à Zurich. Le café tomba dans un silence de mort. Tout le monde regardait. Le propriétaire tendait déjà la main vers le téléphone derrière le comptoir. Après le choc initial, Séraphine retrouva un contrôle impeccable. Elle se pencha calmement en arrière sur sa chaise, un geste défensif mais détendu comme quelqu'un observant un étranger problématique. Monsieur Valois, sa voix résonna claire et équilibrée. Je vous suggère fortement de surveiller votre langage. Premièrement, chaque centime que j'utilise provient d'actifs de ma seule et légitime propriété que vous avez vous-même validés et qui n'ont absolument rien à voir avec vous. Deuxièmement, je suis ici en réunion avec mon conseiller juridique. Rien de ce que votre esprit dérangé imagine n'existe. Et enfin, vous n'êtes pas le bienvenu à cette table. Veuillez partir.
Ce calme glacial rendit Alistair plus fou que les pires insultes. Comment pouvait-elle le traiter comme s'il n'était qu'un vagabond hurlant dans la rue? Ma propriété, mon cul. Alistair rugit, perdant complètement son sang-froid en essayant de sortir sa main de sa poche. Vous n'êtes qu'une. Monsieur Valois. La voix de Julien, ferme et immensément froide, trancha les insultes. Il se leva. Il était aussi grand qu'Alistair, mais sa présence posée éclipsait le PDG brisé. Je suis Julien Duval, conseiller juridique et gestionnaire de patrimoine pour Mademoiselle Dubois. Toutes les questions financières et juridiques entre ma cliente et vous ont été finalisées sous la juridiction des États-Unis et du droit international. Si vous avez des objections, adressez-les à mon cabinet par les voies appropriées. Mais à l'heure actuelle, vous commettez du harcèlement criminel et de la diffamation, et je, en tant que son représentant, me réserve le droit de prendre toutes les mesures appropriées contre vous. Julien plissa les yeux et fixa le regard sur la main droite d'Alistair, qui était toujours cachée dans son manteau. Son ton devint acéré comme une lame de rasoir. De plus, la police cantonale de Zurich a un temps de réponse de moins de 3 minutes. Je ne crois pas qu'il soit dans votre intérêt de commettre ici un acte de stupidité qui vous laissera avec un casier judiciaire suisse. Cela pourrait sérieusement compliquer vos mouvements frontaliers et toutes ces dettes de plusieurs millions de dollars qui vous poursuivent toujours à New York, n'est-ce pas? Ce fut un seau d'eau glacée versé directement sur la nuque d'Alistair. Il réalisa immédiatement où il était et à qui il avait affaire. Cet avocat savait exactement qui il était. Il connaissait ses misères et les conséquences catastrophiques de sortir une arme ici. Il relâcha le couteau qu'il serrait dans sa poche, sa paume moite de sueur froide. Il était venu pour la ruiner, pas pour pourrir dans une prison suisse tout en étant assiégé par des créanciers américains. Vous. Alistair déglutit difficilement, regardant Julien puis Séraphine, qui restait terrifiante d'impassibilité. Il voulait les menacer. Il voulait cracher un cliché, ce n'est pas fini. Mais les mots se noyèrent sous le regard réprobateur de cet avocat et de la douzaine de clients suisses du café. Séraphine ne le regarda plus. Elle prit une gorgée de son café maintenant tiède et dit à Julien, « Allons-y. L'air ici est devenu assez vicié. » Bien sûr. Julien attrapa sa mallette, prit le manteau de Séraphine et le lui tendit comme un vrai gentleman. Séraphine se leva, enfila son manteau, rassembla ses affaires et sourit à Julien. « Merci. » Elle ne posa plus jamais les yeux sur Alistair. C'était comme s'il avait simplement cessé d'exister. Ils sortirent ensemble. Alistair resta pétrifié comme une statue brisée. L'objet de la pitié, du dégoût et de la curiosité des habitants suisses. Son plan de vengeance méticuleux, les larmes qu'il s'attendait à voir couler de son ex-femme, tout cela avait été avorté. Elle l'avait regardé avec le même léger agacement que l'on réserve à un insecte, et l'avait écarté de son monde en 2 minutes, le réduisant à une misérable nullité absolue. Ce rejet le tua bien plus que n'importe quel coup physique n'aurait pu le faire. « Monsieur, si vous ne commandez rien, je dois vous demander de ne pas déranger mes clients, » dit fermement le propriétaire. Alistair sortit de sa transe. Son visage brûlait comme s'il avait été giflé devant le monde entier. Il baissa la tête, releva son écharpe et s'enfuit lâchement du café sous la neige. Dans la rue principale, les lumières de Noël brillaient déjà, et les familles se promenaient ensemble. Mais toute cette chaleur lui était complètement étrangère. Là, sous le ciel suisse glacial, Alistair Valois connut pour la première fois de sa vie l'immensité d'une terrifiante solitude. Il avait perdu son empire, sa famille, son argent et finalement sa dignité, et Séraphine, avec son calme écrasant, avait scellé le sarcophage de son passé pour toujours. La neige tombait, effaçant les empreintes de ses chaussures coûteuses sur les rues pavées, comme s'il n'avait jamais été là du tout. 3 mois plus tard, une petite mais exquise galerie d'art ouvrit ses portes au centre-ville de Zurich. L'exposition inaugurale, Écho de résilience, présentait les œuvres d'une jeune artiste qui mélangeait les styles classiques avec l'abstraction contemporaine, attirant avec succès l'attention de plusieurs critiques européens prestigieux. Séraphine, désormais copropriétaire de la galerie, portait une robe noire sobre et élégante. Elle conversait aimablement avec plusieurs amis et invités, se déplaçant avec une grâce sans effort parmi les œuvres d'art et la foule, souriant d'une manière entièrement détendue et heureuse. Julien était également présent, lui tendant un énorme bouquet de fleurs fraîches. « Félicitations, patronne », plaisanta-t-il avec un beau sourire. « Merci, Julien. J'espère que vous continuerez à me conseiller légalement à l'avenir »,
répondit Séraphine, rayonnante en acceptant les fleurs. Après l'incident au café, leur relation avait naturellement progressé. Ils étaient des amis proches. Ils allaient ensemble aux symphonies et au vernissage. Ils n'étaient pas pressés. Ils jouissaient d'un respect mutuel et d'une compagnie sincère que tous deux considéraient comme un trésor rare. La soirée d'ouverture fut un succès retentissant. Une fois les derniers invités partis, Séraphine se tint seule devant la grande vitrine de la galerie. Dehors, la surface du lac de Zurich scintillait dans l'obscurité, et les lumières des montagnes ressemblaient à des étoiles tombées. Son téléphone vibra. C'était un message du principal soignant de son père à la clinique, accompagné d'une photo. Sur l'image, Henri Dubois tentait de se tenir debout seul, bien qu'il ait encore besoin des barres parallèles. Le sourire sur le visage de son père était immense. Mademoiselle Dubois, Monsieur Henri continue de faire des progrès incroyables aujourd'hui, disait le texte. Un immense sourire courba les lèvres de Séraphine, et ses yeux devinrent humides. Cela avait été la véritable encre qu'il avait maintenue à flot pendant les moments les plus sombres. Elle baissa son téléphone et regarda dans la nuit. Ses chaînes étaient brisées, et la nouvelle page blanche de sa vie se remplissait déjà de couleurs brillantes. Elle avait une carrière qui la passionnait, un père qui guérissait, des amis qui valaient vraiment la peine d'être gardés, du temps, de l'indépendance et une paix inébranlable gagnée à travers le feu de la tempête. La neige commença à tomber à nouveau, fondant doucement contre la vitre, ne laissant aucune trace. Tout comme le passé qui était enterré loin derrière elle.